Dans l'actualité également, aujourd'hui, le meurtre d'Alexandra à Moréac, dans le Morbihan. À 30 ans, celle que tout le monde appelait Alex, c'est l'heureuse maman de 2 enfants. Elle est aide-soignante et très active sur les réseaux sociaux. Elle comptabilise d'ailleurs plus de 6000 abonnés. Et depuis l'adolescence, Alexandra est amie avec Guillaume. Et le jeune homme est connu pour avoir le béguin pour la belle Alexandra. À l'âge adulte, ils se perdent un peu de vue, mais leurs chemins vont se recroiser quelques années plus tard, au détour d'une allée de supermarché. Les deux trentenaires vont alors recommencer à se fréquenter jusqu'à cette nuit du 11 septembre 2020. Alexandra passe alors le début de soirée avec Anaïk, sa sœur. Les deux frangines sont inséparables et elles entretiennent une relation fusionnelle. Ce soir-là, elles se quittent sans savoir qu'elles ne se reverront jamais. Car Alexandra rejoint ensuite son ami Guillaume dans un bar pour continuer la soirée. Et il est accompagné d'un ami, Mathieu. Les 3 trentenaires se rendent ensuite au domicile de Guillaume pour continuer la fête. Mais après le départ de Mathieu, les choses auraient dégénéré. Alexandra a été poignardée et frappée à mort. Avant de recevoir Anaïk et son compagnon Christophe en direct, retour sur la dernière soirée de cette mère de famille. Nous sommes à Moréac, petite ville du Morbihan. C'est ici que vit Alexandra. À 30 ans, l'aide-soignante est maman de 2 enfants et croque la vie à pleines dents. Elle est aussi très proche de sa grande sœur, Anaïk. Et le vendredi 11 septembre 2020, elles passent justement la soirée ensemble chez Anaïk. Elles sont alors loin de se douter qu'elles se voient pour la dernière fois. Le lendemain de cette soirée, Anaïk est en effet sans nouvelles d'Alexandra. Et cela ne lui ressemble pas. Très fusionnelles, les 2 sœurs s'écrivent en effet tous les jours. Et quelques heures plus tard, elle reçoit un coup de fil qui va bouleverser sa vie, à tout jamais. David, l'ex-compagnon d'Alexandra, lui annonce que la jeune femme est décédée. Plus tôt dans la journée, il a été contacté par les gendarmes et a dû identifier le corps de la mère de ses enfants. Anaïk et ses proches sont dévastés. D'autant plus qu'ils ne savent rien des circonstances de la mort de la jeune femme. Personne ne leur donne d'informations. Mais le lendemain, c'est un nouveau coup de massue pour Anaïk. En feuilletant la presse locale, elle découvre qu'un homicide a eu lieu dans la petite ville de Moréac. Et elle comprend alors qu'il s'agit de sa petite sœur. Et elle recoupe toutes les informations parues dans la presse pour comprendre ce qui est arrivé. Alexandra a été retrouvée gisant au sol et ensanglantée dans le domicile d'un homme. Elle a reçu un coup de couteau au thorax et présente des contusions et des plaies importantes à la tête. Pire encore, quelqu'un aurait essayé de nettoyer la scène de crime. Un suspect est mis en cause par les gendarmes. Et en creusant un peu plus, Anaïk découvre qu'il s'agit d'un certain Guillaume. Pour elle, c'est le choc, car elle connaît très bien Guillaume, un électromécanicien de 30 ans. Il s'agit en fait d'une vieille connaissance d'Alexandra. Ils s'étaient connus adolescents et s'étaient perdus de vue avant de se recroiser il y a quelques années. Régulièrement, ils se donnaient rendez-vous et Guillaume avait même aidé Alexandra à déménager. Et le trentenaire nourrissait des sentiments grandissants à l'égard de la jeune femme. Il avait d'ailleurs déjà tenté de l'embrasser et il lui avait même écrit une lettre d'amour. Mais pour la jeune femme, il ne s'agissait que d'un ami et elle l'avait gentiment éconduit. Ce samedi 12 septembre, c'est donc chez lui que le corps d'Alexandra a été retrouvé. C'est d'ailleurs lui qui aurait appelé les secours. À leur arrivée sur place, Guillaume a d'ailleurs reconnu être à l'origine du décès d'Alexandra et avoir tenté d'en effacer les traces.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Anaïk. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la sœur d'Alexandra. Bonjour Christophe. Merci d'être là. Vous êtes le beau-frère d'Alexandra. Tout à fait. Anaïk, je voudrais commencer par vous parce que je crois que vous avez... Pour parler de votre sœur, souvent j'ai envie de dire, vous étiez presque fusionnelle avec elle. Oui, tout à fait. Vous étiez très très proche. Très très proche, ouais. On se ressemble sur certains points. Physique, gestuelle, expression verbale, beaucoup. Très proche, donc très fusionnel. On se disait presque comme des jumelles. Vous faisiez rien l'une sans l'autre? Rien. Vous en parliez tout le temps? On partageait tout, nos malheurs, nos bonheurs, les banalités de la vie quotidienne, tout le temps. Et vous appeliez ma sœur d'ailleurs? C'est ça, oui. On s'appelait jamais par nos prénoms, c'était toujours ma sœur. Et à chaque fois qu'on se voyait ou qu'on se téléphonait, on se disait toujours je t'aime. Parlez-moi d'elle. C'est difficile. Alexandra, c'était un vrai rayon de soleil. Elle aimait la vie, elle était même la vie. Elle aimait danser, chanter, elle adorait aider. Elle était toujours là. On était très complices tous les deux. Pour amuser la galerie, c'était toujours tous les deux. C'était les deux clowns de la famille. Ouais. J'avais vraiment tout, assez leader aussi. Elle était bourrée de vie. Elle adorait ses enfants. C'était toute sa vie aussi. Elle avait des enfants qu'elle avait eus. Oui, de ses relations précédentes. De son union, oui. Son union. De petits, donc 8 ans et 5 ans. Elle aimait quoi dans la vie? Tout ce qui se rapportait aux joies de la vie, donc la fête, la chanson, la famille, hein, c'était très sacré pour Alexandra, ses amis. Christophe, vous qui avez un regard un peu plus extérieur, parce que vous êtes le beau-frère d'Alexandra, comment vous parleriez de cette relation qu'elles avaient toutes les deux? Effectivement, ils ont une relation très très fusionnelle, la famille est très unie, donc c'est vrai que ça a été très, très douloureux, cette perte du coup, très violente. Et ouais, c'est compliqué quoi. Depuis 5 mois, c'est compliqué. Parce que ça ne fait que 5 mois. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Les conversations? Elle. Tout simplement. Juste elle. Les conversations que vous pouvez avoir ensemble, les tout, échanges. Je peux plus, je dois me réhabituer. Je dois m'habituer à vivre différemment sans elle, c'est-à-dire ne plus prendre le téléphone pour lui envoyer un message ou l'appeler, m'arrêter, boire le café, lui demander son avis pour n'importe quoi, tout. C'est toute seule que je fais. Comment vous avez appris ce qui est arrivé? Parce que la soirée, vous étiez avec elle? Oui, la veille au soir, on avait partagé un début de soirée avec aussi ma maman, mon autre sœur. On faisait un atelier de vente à domicile et donc avec d'autres amis aussi, donc c'était très bien. Et puis après, quand l'atelier était terminé, chacun, moi j'avais une soirée, Alexandra aussi apparemment, mais j'étais pas au courant. Et le lendemain, c'est seulement le lendemain en fin de journée que j'ai eu un message de mon ex-beau-frère me demandant de vite venir. Donc j'ai compris qu'il y avait un problème. Et quand on est arrivé chez ma maman, là où mon ex-beau-frère nous attendait, il était accompagné de 2 gendarmes et voilà, on nous a annoncé qu'Alexandra était partie. Mais sans nous préciser quoi que ce soit, dans un premier temps. Sans rien nous dire, quoi. On comprend ce qui se passe dans ce moment-là? Non, on s'effondre, on ne croit pas, on entend des choses, on pose des questions, on demande si c'est un accident, on va même jusqu'à demander si c'est même un suicide, enfin je sais pas, des choses qui vous passent par la tête. On dit non à tout ça et on comprend que c'est beaucoup plus grave, quoi. Et c'est tout. Christophe, vous avez compris que c'était beaucoup plus grave tout de suite? Oui, on a tout de suite compris, hein, parce qu'on a vu que tout le monde était effondré. On ne savait pas ce qui s'était passé, on ne nous a rien dit. On était dans le flou, complètement, puisqu'on nous a dit qu'ils l'ont retrouvé près d'une ville, près de Moréac. Mais voilà, mais on ne savait pas si c'était dehors, par terre, suite à un accident, on ne savait rien du tout. Donc on nous a laissé comme ça pendant 24 heures. Pendant 24 heures, ouais. Pendant 24 heures, le temps qu'on sache un petit peu ce qui s'est passé. Ce fameux Guillaume, vous le connaissiez, vous? Oui, dans un premier temps, en fait.
Quand ils étaient adolescents, tous les deux vivaient sur la même commune, allaient au même collège, et sa maman... Ils étaient proches à ce moment-là? Oui, ils étaient proches, ouais. Sa maman était professeure de danse. Alexandra faisait des cours justement avec sa maman. Et il nous arrivait de partager des soirées avec cette famille, donc oui, on connaît. Comment vous parleriez-vous de Guillaume, bien évidemment avant le drame? C'était quoi pour vous? C'était un garçon plutôt sympa, plutôt cool, oui, sans histoire? Oui, vraiment, un jeune homme lambda, un ado lambda. Moi, après, j'ai quand même 10 ans de différence avec Alexandra, donc j'avais un œil plus adulte sur ce petit monde-là, mais il n'y avait rien de moins, rien de plus. Et quand vous apprenez que c'est lui qui l'aurait tué? À vrai dire, je ne sais pas trop ce que j'ai pensé, je ne sais pas trop ce que j'en pense encore à l'heure actuelle, que ce soit lui ou un autre. Le résultat est toujours le même, de toute façon. C'est plus... En fait, c'est moins la personne qui l'a fait? C'est le fait d'avoir perdu... Ouais. C'est plus le fait d'avoir perdu votre sœur? Pour moi, oui. Pas pour les autres membres de la famille. Mais moi, c'est la perte d'Alexandra qui me déchire plus le cœur, oui. Jean Dorido, docteur en psychologie, c'est étonnant comme réaction. Je crois que c'est quand même une rare fois où on a ça, parce qu'en général, il y a vraiment une haine qui se crée contre la personne qui a commis ce geste, qui vous prive de celle que vous aimez. Et c'est vrai que là, la réaction d'Anaïs, c'est de dire, en fait, presque, peu importe qui l'a tué, ce qui est important, c'est qu'elle n'est plus là. C'est-à-dire que le processus de deuil, c'est un processus psychologique qui est parfois long, qui est complexe, qui passe par des étapes. Et il y a une étape de colère dans le processus de deuil. Et il est, de ce que l'on observe, il est souhaitable de passer par ce processus de colère. C'est une étape qui est nécessaire pour, je dirais, amorcer ce travail de digestion. Faire son deuil, c'est pas cesser d'aimer, évidemment, c'est apprendre à aimer différemment, aimer avec l'absence. Et bon, ça a été rappelé, ça ne fait que 5 mois, c'est très court. Et de ce que j'entends, il y a encore une espèce de sidération, une espèce de difficulté à bien réaliser. Parce qu'il faudrait organiser, au fond, tout son quotidien, en particulier quand on est fusionnel, comme vous nous l'expliquez. C'est-à-dire qu'il y a ces coups de fil permanents, il y a ces messages qu'on s'envoie, il y a cette vie qu'on construit avec l'autre, et puis tout à coup, en fait, il faut réorganiser toute votre vie. Oui, c'est une douleur abyssale, c'est difficile de trouver les mots pour décrire ce que la personne peut ressentir. Et clairement, il y a quelque chose qui travaille quelque part dans le fond du crâne, et de ce que l'on observe, il y a la colère. Je ne voudrais pas faire de prophétie auto-réalisante. Maintenant, bon, la colère va arriver à un moment ou à un autre. Ça fait partie des étapes. Ça fait partie, oui, de ce que l'on sait déjà à l'avance, de ce qui arrivera. Christophe, vous êtes dans quelle étape de ce deuil? La colère, vous la ressentez? Ouais, la colère aussi, ouais. La colère. Ouais. La colère, parce que déjà, la façon dont on l'a appris, par les réseaux sociaux, par les journaux. Donc le procureur n'a pas fait il a fait un communiqué à la presse, mais il nous a rien dit. Il a rien dit à la famille, donc on a tout appris par les réseaux sociaux. Sur qui serait l'auteur du meurtre? C'est ça, c'est ce que vous avez appris? Voilà, c'est ça, ouais, par les réseaux sociaux, pour bien comprendre. Oui, les faits sur comment ça s'est déroulé, dans quelles circonstances, on a tout appris comme ça par les réseaux sociaux, et je trouve ça insupportable. Pour la famille, c'est horrible, quoi. C'est un truc. C'est-à-dire que personne n'a pris la peine, aucun policier n'a pris la peine, aucun. Non, il n'y a personne, non. Et vous l'avez appris comment alors? En lisant les articles. En lisant les articles. En lisant les articles dans les journaux. En lisant les articles, avec le détail sordide de ce qui a pu être fait, etc. quoi. Donc je sais pas, pour une maman et pour la famille, c'est traumatisant, quoi. C'est étonnant ça, Sandrine Pégan, quand même, non? Vous savez, Jean-Marc, je suis très en colère après la justice depuis quelque temps, et je crois que votre émission, malheureusement, n'aide pas, et surtout quand on reçoit des affaires comme la vôtre. Je suis scandalisée que vous ayez dû apprendre par la presse, et malheureusement, c'est trop souvent le cas. Alors, peut-être qu'à la décharge, et je dis bien peut-être, d'accord, à la décharge des enquêteurs, ils n'avaient peut-être pas forcément vos coordonnées, puisqu'ils ont tout de suite prévenu l'ex-compagnon de votre sœur. Mais comme vous disiez, une maman doit savoir. On ne peut pas laisser comme ça dans le désarroi une famille
D'autant que vous étiez très fusionnel et je n'ai pas de sœur et je pense sincèrement que si j'en avais une, j'aurais aimé avoir la relation que vous aviez avec elle. Mais c'est quand même scandaleux de voir qu'une information cachée à la famille sur la mort d'une personne, pour moi, c'est au détriment de toutes les règles qui régissent notre justice. Et encore, vous l'avez appris peu de temps après, mais il y a des affaires où on apprend beaucoup plus longtemps. Donc je ne dis pas qu'il faut s'en satisfaire, mais à un moment donné, il faut véritablement se heurter contre ce système-là. Il y a des fuites qui sont inadmissibles au sein même des enquêtes. Et là, c'est même pas une fuite, a priori, c'est un communiqué, c'est ce que vous me dites ? Je pense que c'est un communiqué, ouais, c'est un communiqué de presse. Ouais. Donc du coup, sur le côté ils moral, auraient pu faire, voilà, ils auraient pu, voilà, nous contacter aussi dans le même temps, quoi. Vous prévenir pour avant. éviter d'avoir les mauvaises surprises, de tomber là-dessus, quoi. C'est clair. Et puis voilà, il y a les neveux, il y a les nièces, enfin voilà, il y a les enfants autour de nous qui vont sur Facebook aussi, on voit tout ça. Donc, en tout cas, après son interpellation, Guillaume, lui, a livré sa version des faits, bien évidemment, aux gendarmes. Hein. Il ne nie pas être à l'origine du décès d'Alexandra, mais il explique cependant de façon étonnante ce qui s'est passé. D'après lui, c'est Alexandra elle-même qui lui aurait demandé de l'achever après qu'elle se soit infligée toute seule un coup de couteau. En garde à vue, Guillaume va donc raconter cette soirée funeste du 11 septembre 2020. Et sa version est surprenante. Selon lui, il aurait passé la soirée avec Anaïk, la sœur d'Alexandra. Puis la jeune femme l'aurait rejoint, lui et son ami Mathieu, dans un bar. Après avoir bu un verre, les trois trentenaires seraient ensuite allés au domicile de Guillaume pour poursuivre la soirée. Mais une dispute aurait éclaté entre Guillaume et Alexandra. Mathieu, l'ami présent, les aurait séparés. Il aurait alors apaisé la situation et serait ensuite rentré chez lui. Alexandra, légèrement alcoolisée, aurait demandé à rester dormir chez Guillaume pour ne pas être contrainte de reprendre sa voiture. Selon les dires du jeune homme, ils auraient dormi dans le même lit et ils auraient eu un rapport sexuel. Mais Alexandra serait ensuite sortie du lit et serait tombée dans les escaliers. Après sa chute, elle serait devenue virulente et aurait tenté de se poignarder dans un accès de colère. À sa demande, Guillaume lui aurait ensuite asséné un coup de couteau dans le thorax. Alexandra se serait alors retrouvée allongée au sol, gravement blessée. Et elle aurait supplié Guillaume de l'achever. L'homme se serait exécuté en la frappant violemment au visage. Des coups qui auraient entraîné sa mort. Paniqué, il aurait ensuite tenté de camoufler son geste en essuyant la scène de crime et en prenant plusieurs douches. Quelques heures après, il aurait ensuite ramené la voiture d'Alexandra à son domicile. Et ce n'est qu'en début d'après-midi qu'il se serait décidé à appeler les secours. Il envoie également plusieurs messages à ses proches en leur disant « J'ai tué Alexandra ». À l'issue de sa garde à vue, Guillaume est mis en examen pour meurtre et modification de l'état des lieux d'un crime. Il a été placé en détention provisoire et encourt 30 ans de réclusion criminelle. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Anaïk, la sœur d'Alexandra, et Christophe, le beau-frère d'Alexandra. On précise que, bien évidemment, dans l'attente de son procès, Guillaume est toujours présumé innocent. Et c'est pas à nous de dire si sa version, elle tient la route ou pas. Néanmoins, vu de l'extérieur, comment dire, on est un peu surpris par la version qui est avancée, d'imaginer votre sœur, que vous connaissez bien, qui tout à coup s'énerve, se poignarde, puis lui demande de l'achever, puisque c'est l'histoire qui est racontée. Encore une fois, la justice dira si elle est vraie ou pas, mais vous qui connaissez votre sœur, est-ce que ça a un sens par rapport au caractère de votre sœur que vous connaissez? Non, aucun. J'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin d'avoir été présente lors de cette soirée-là pour savoir que ce qui est dit, j'y crois pas. Du tout. Et il y a une interrogation également sur les rapports entre votre sœur et Guillaume, parce qu'en fait, ils étaient amis. Oui. Alors là, visiblement, ce soir-là, ce serait allé plus loin. Ils auraient eu un rapport sexuel.
Est-ce que votre sœur vous avait dit qu'elle avait une attirance pour Guillaume, puisque vous parliez beaucoup ensemble? Pas d'attirance pour lui, c'est certain. Et Alexandra, c'était quelqu'un franche, donc s'il avait quelque chose à dire, il n'y avait pas d'ambiguïté. Connaissant Alexandra, il n'y en a pas. Mais quand vous découvrez la version qui est avancée par Guillaume, c'est-à-dire qui dit que votre sœur lui a dit « achève-moi », comment vous réagissez quand vous apprenez ça? C'est n'importe quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Une maman, une sœur, une fille, quelqu'un qui aime la vie comme ça, c'est pas possible. Non. Elle a dû supplier, ouais, mais pas pour l'achever. Elle a dû supplier de la laisser en vie, c'est certain. Qu'est-ce qui a pu se passer ce soir-là? J'imagine qu'il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait d'elle et qu'il est tombé face à quelqu'un qui avait du caractère. Et puis voilà, et il en a décidé autrement. Maître Sandrine Prigand, encore une fois, on ne va pas prendre la place de la justice. Et voilà, on donne des faits et la justice décide derrière. Mais l'histoire qui est racontée est surprenante quand même. Je commence souvent mes plaidoiries par un adage. Le vrai n'est pas forcément vraisemblable. Et l'inverse vaut aussi. Sauf que là, la version qui est avancée par le mis en examen, présumé innocent, on le répète, n'est véritablement pas cohérent. Alors cela fait que 5 mois que les faits sont produits, donc l'instruction n'a débuté qu'il y a 5 mois. Il a toute l'instruction pour pouvoir donner une autre version. Mais il est vrai aussi que souvent, des mises en examen, des mises en cause s'enferment dans une version et c'est compliqué après de dire véritablement la vérité. Il y a aussi un autre élément, c'est que parfois ils sont dans le déni traumatique. Donc ils n'arrivent pas à s'accuser. Là, je ne voudrais pas empiéter sur le rôle du psychologue, mais ce déni traumatique les empêche de dire la vérité. Et ils se défaussent en donnant une autre version. Mais s'il maintient cette version jusqu'à la fin et qu'il n'y a pas d'éléments qui viennent corroborer cette thèse-là, ça va se retourner contre lui. Ensuite, il peut aussi, à n'importe quel moment, revenir sur sa version, dire ce qu'il en a été, la vérité, en tout cas sa vérité à lui, et ça sera après à la cour d'en déterminer. Mais il faut faire attention. Anaïque, comment vous vivez en ce moment? Ça fait 5 mois, on l'a dit. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous? Je suis obligée de continuer. Chaque matin, je suis obligée de me lever. Le soir, j'ai du mal à dormir. Je dors pas pareil. Je pense toujours à Alexandra. Elle est tout le temps en moi, en fait. Alexandra ne m'a pas quittée. Et le soir, je me fais 1000 scénarios dans la tête. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'elle a dû ressentir surtout. Et voilà, et je continue d'avancer. J'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma famille, j'ai ma petite sœur aussi, mon petit frère, ma maman, tout ça, tout ce petit monde-là. On n'a pas le droit de baisser les bras. Et puis j'ai surtout la voix d'Alexandra à en faire entendre. C'est ce que vous êtes venu faire sur ce plateau, oui. Aussi faire entendre sa voix oui. et qui elle était, et pour qu'on ne l'oublie pas. Exactement. C'est important aussi. Christophe, vous arrivez à en parler entre vous? Vous arrivez à parler de ce qui s'est passé ou c'est un peu un tabou? On en parle un petit peu de moins en moins maintenant. Du coup, on attend que l'affaire se... voilà, on attend des nouvelles parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles, donc on a rien. Anaïque, ça continue à vous travailler quand même s'il n'y a pas d'informations, ça continue à vous travailler au quotidien. Tout le temps, Vous avez du mal à en parler ou vous y arrivez? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Des fois, je peux garder mon sang-froid et d'autres fois où voilà, ça coule, les larmes coulent et ouais. C'est pas plus mal non plus que les larmes coulent. Oui, bien sûr, il faut que les larmes coulent. Pardon d'enfoncer des portes ouvertes. C'est une épreuve, évidemment, que vous vivez. C'est une épreuve aussi pour votre couple. C'est la douleur, le chagrin sépare, ça ne rapproche pas. Et je vous souhaite de tout mon cœur de réussir à traverser cette épreuve de l'existence. Et de tenir ça ensemble, c'est important aussi. Donc Guillaume a été placé en garde à vue, il est en détention provisoire pour meurtre et modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Il encourt 30 ans de prison. Et il est présumé innocent jusqu'à son jugement. Merci Anaïque. Merci. Merci Christophe et bon courage. Merci à vous. Merci. Merci.